Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission On refait l'actualité, nouvelle formule. Et oui, désormais, nous allons refaire l'actualité avec des analystes et des spécialistes à la demande générale du public. Avant de commencer cette saison, je voudrais, à mon nom propre et au nom de l'équipe, vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle 2023. Bonne et heureuse année à tous. Pour l'édition d'aujourd'hui, donc, nous allons refaire l'actualité et refaire le tour de ce qui a marqué 2022 et tracer les perspectives 2023. Pour ce faire, autour de cette table, nous avons l'honneur d'accueillir Modibo Mao Makalou, économiste, Amadou Sankaré, journaliste, et Aminata Agali Yatara, journaliste. Avant de commencer, peut-être, qu'est-ce que chacun peut souhaiter comme vœu pour la nouvelle année? Bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités, de m'avoir invité. Et j'aimerais présenter mes vœux à l'ensemble de la nation malienne et aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices. Souhaiter une bonne et heureuse année 2023, qu'elle soit empreinte de bonne santé, de paix et aussi de longévité et de bonheur. Surtout que l'année 2023 soit beaucoup plus radieuse que 2022, qui a été une année éprouvante pour notre pays, qui a été une année difficile dans l'ensemble du monde. Et nous espérons que vraiment il y aura beaucoup de gaieté et beaucoup de prospérité dans l'année que nous venons d'entamer. Amadou? Ok, la paix sociale, la paix dans le pays, dans les foyers, les ménages, la stabilité et une bonne gestion des revendications d'ordre corporatif, que les différentes corporations, bien qu'étant dans les droits, pensent au pays et que les dirigeants aussi soient solidaires avec les citoyens. Parce que l'austérité, elle se partage, elle ne se proclame pas. Merci. Aminata? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alexis, comme tout le monde, je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023. Beaucoup de grâce, beaucoup de paix. On parle tous de paix. Je tiens à souligner cet aspect de la notion de paix que nous devons chacun essayer d'intégrer à notre quotidien. Il s'agit bien évidemment de l'aspect éducation. Nous avons chacun des enfants à la maison. Les propos que nous tenons, il faudrait que ce soient des propos qui apaisent et non pas qui heurtent la sensibilité des gens autour de nous. Donc, la base de la paix, c'est dans nos foyers d'abord, dans nos lieux de travail, dans nos établissements. Donc, bien évidemment, ça termine par dans le monde entier ou sinon dans le pays. Donc, beaucoup de grâce, beaucoup de bonne santé, de prospérité à tous. Et nous espérons en tout cas qu'elle sera plus meilleure que les années précédentes, parce que ça fait quelques années que nous traversons une situation assez particulière. Donc, nous espérons en sortir en tout cas au terme de cette année. Alors, Moussa Bengali a demandé dans la rue quels sont les vœux pour la nouvelle année. On va écouter Moussa Bengali. Mes vœux pour le Mali en 2023, c'est des vœux de santé, des vœux de paix, des vœux de bonheur, de prospérité, beaucoup de solidarité, beaucoup de vérité, beaucoup d'intégrité et beaucoup de travail pour le Mali et pour le Malien. Donc, messieurs, pour 2023, le président a parlé sur la diminution des prix sur le marché. Donc, il faut qu'il réalise ça sur le terrain. Il faut qu'on voit ça. Il faut que les Maliens remarquent ça vraiment. Car il y a trop de difficultés sur le marché. On peut plus rien acheter. C'est pas du tout facile. Donc, que cette année soit une année de réussite pour le Mali. Une année de réussite, de prospérité et de santé. Que le Mali puisse avancer sur le plan économique, social, culturel. Bon, mes souhaits pour 2023, c'est qu'il y ait l'entente au Mali. C'est-à-dire qu'on a trop de mines de diversion, trop de mines de division aussi. Donc moi, je pense qu'il faut converger les forces et les intelligences pour aider ces pays-là à sortir du gouffre. On a trop duré. Et mon souhait, c'est le consensus. Et peut-être on ne cherche pas l'unanimité, mais on peut avoir le consensus pour sauver le Mali.
Et pour l'année 2023, je souhaite bonne et heureuse année à tous les peuples maliens, à toute la population du Mali, qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je souhaite la paix pour mon pays, pour toute la population du Mali, et la stabilité dans les régions, dans les villages, dans les arrondissements, dans les cercles, à l'intérieur du Mali. Et que la paix revienne, que les populations déplacées regagnent leurs villages, leurs villes, leurs campements, que les activités reprennent dans toutes les localités du Mali. Mes vœux pour l'année 2023, que le Mali retrouve la paix et la sécurité et que les Maliens se réconcilient. Une année de sortie de crise sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire. Alors, M. Makalo, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tour de la rue? Écoutez, moi, ce que j'ai retenu, c'est quand même tout se recoupe. Les Maliens ont quand même en grande partie exprimé des vœux d'abord de paix, de sécurité, de santé, de solidarité, de réussite, de baisse des prix, l'inflation. Évidemment, c'est dû au choc exogène. Nous la subissons parce qu'à cause de la guerre en Ukraine aussi, de la résurgence de la Covid, la hausse du dollar, la hausse du baril du pétrole. Mais tout cela, évidemment, nous tombe dessus. Mais aussi, on a beaucoup entendu parler aussi, parmi ceux qui ont été interviewés, de réconciliation entre les Maliens, de solidarité, mais surtout de sortie de crise. Parce que vous savez, quand même, ça fait 10 ans que nous vivons une crise multidimensionnelle, multiforme. Et bien vrai que notre pays soit résilient, je pense qu'on ne peut pas perpétuellement rester dans la crise. Il va falloir quand même une stratégie de sortie. Et je pense que cette transition est bien placée pour pouvoir amorcer cela. Aminata? Oui, Alexis, il a tout dit. À mon avis, chacun est revenu sur la notion de paix, de sortie des crises. C'est important parce que nous ressentons à chaque niveau, sur tous les plans, quel que soit en tout cas ce qu'on fait comme exercice, ce qu'on exerce comme métier ou comme profession, la dureté, la cherté, on ressent tout ça, en tout cas au quotidien. Donc, vivement cette sortie de crise. Les citoyens ont une claire conscience de leurs problèmes, de ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'ils expriment sont des préoccupations basiques qui doivent se refléter dans les discours de nos dirigeants. Malheureusement, ils sont toujours dans les discours, excusez-moi, creux, très loin de la réalité du pays. Et ce qui me gêne très souvent, c'est la fracture, le hiatus entre le discours tenu dans certains milieux à Bamako, des milieux dits élitistes, et la réalité du terrain qui sont totalement en déphasage. On a l'impression que nous ne vivons pas sur la même planète au Mali. D'accord. Quel est l'événement qui a marqué 2022? Modibo, Moussa Bengali a posé la question également. On l'écoute. À mon avis, beaucoup d'événements ont marqué l'année 2022 au Mali. Et parmi ces événements, je peux citer les différentes sanctions contre le Mali, l'embargo, la fermeture des frontières, beaucoup de sanctions qui ont engendré des difficultés sur la politique malienne, sur l'économie malienne. Et également, le panier de la ménagère a ressenti ces différentes répercussions. Ça a été une année de résilience pour le Mali et pour le Malien en général. Et donc, voilà ces faits qui ont marqué 2022 pour moi, au Mali. L'événement qui a marqué 2022, à mon avis, il y a eu trop de difficultés au Mali. Par exemple, l'augmentation des prix sur le marché, qui est l'inflation pour les économistes. L'inflation a beaucoup joué sur les Maliens cette année. Donc il y a eu aussi le décès de nos présidents, et Amadou Toumani Touré, ATT, et puis le décès d'Ibeka et puis de Boubé. Ce qui a marqué 2022, c'est l'attaque de Kati,
puisqu'il ne faut pas oublier que le Mali passe une crise sécuritaire de plus d'une dizaine d'années. Et cette crise sécuritaire, le plus grand emblème de cette crise, c'est l'attaque du camp des Kati qui peut montrer jusqu'où l'insécurité mine aujourd'hui au Mali et surtout à Bamako. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est cette attaque-là, et je pense qu'elle devrait interpeller toutes les intelligences, elle devrait interpeller toutes les réflexions et les efforts pour vraiment converger vers une solution définitive à cette crise sécuritaire. Donc on est en crise sécuritaire et la plus grande quand même fut l'attaque des Kati, c'est ce qui m'a marqué. La redynamisation de la coopération entre le Mali et la République de la Russie. Cette collaboration nous a permis quand même d'être plus autonomes dans nos activités quotidiennes au niveau du Mali, surtout au niveau de l'armée. Ce partenariat nous a permis d'avoir beaucoup de matériel de guerre et pour faire face au djihadisme qui sévit le nord et le centre du Mali. Donc on a eu l'acquisition des avions, des chars, et des radars et autres matériels, je ne suis pas militaire. Donc cette coopération a été très sincère, bénéfique pour nous, pour tous les Mali quand même. Et puis le second acte majeur qui m'a intrigué, c'est la rupture de la coopération entre le Mali et la République de Côte d'Ivoire par rapport à la détention des militaires ivoiriens, des mercenaires ivoiriens qui sont arrivés au Mali lourdement armés pour des raisons que nous ignorons, que le Mali ignore et que les autorités maliennes ont fait quand même et preuve de la diplomatie d'essayer en un premier temps de négocier avec la Côte d'Ivoire et de chercher à savoir ce qui s'est passé réellement. Mais en un premier temps, ils ont procédé par la menace et commencé à menacer l'État malien, la République du Mali en général, et à travers eux aussi, la CEDEAO est rentrée dans la danse, l'Union africaine, et les Nations unies aussi, par son secrétaire général. Et ça, c'est un complot international contre la République du Mali. Et le Mali a tenu bon avec les dignes fils du Mali et sont restés soudés. Nous ne sommes pas laissés intimider par ce complot. Donc le Mali a tenu promesse pour que justice soit faite. Ils ont été jugés et condamnés. Les événements qui m'ont marqué durant l'année 2022 sont entre autres l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. J'ai vu que durant l'année 2022, il y a eu l'augmentation à tous les niveaux. Chacun dit que la crise ukrainienne a affecté beaucoup sur les prix des denrées de première nécessité. En plus, les sanctions économiques que la CEDEAO nous a imposées. Modibo Moussa Bengali, vrai qu'il était tout le temps avec Modibo. Ah oui, c'est mon compagnon. Alors, merci à Moussa Bengali et à ceux qui ont réagi. Alors à Chou Amadou, qu'est-ce que vous a marqué pour 2022 et qu'est-ce que vous pensez des réponses? 2022, à mon avis, on a eu un cadeau de nouvel an qui nous a été gracieusement offert par les chefs d'État de l'IMOA, les sanctions économiques. Ceci est extrêmement important à mon avis parce que ça a impacté sur l'ensemble des citoyens du Mali, aussi bien sur les citoyens moyens que les dirigeants. Je profite pour dire que ce point est extrêmement important et on peut tirer... Comment les sanctions peuvent être des cadeaux? C'est des cadeaux qui ont été ouverts au gouvernement malien parce que ça a perdu des rudeurs de blason. Ceux qui ont pris les sanctions pensaient que les populations allaient se révolter contre les dirigeants. Ça a donné l'effet inverse, malheureusement pour eux. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, on a vu une vague de solidarité déclenchée dans la sous-région et bien en dehors, ce qui a désavoué nos têtes dirigeantes, nos têtes couronnées. Je pense qu'ils doivent tirer leçon de cette désapprobation de l'opinion dans les différents pays. Et c'est extrêmement important de revoir nos organisations régionales pour qu'elles puissent être
réellement des organisations au service des populations. Un certain nombre de points sur lesquels je veux attirer l'attention, c'est la sagesse de la Cour de justice de Limoa qui a pris une décision courageuse en infirmant la décision des chefs d'État. Ils ont mis en œuvre ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude, parce qu'ils sont bien entendu nommés par ces chefs d'État. Malgré leur fauteuil, ils ont dit non. Deuxième point sur lequel on peut parler, ce qui est dommage, une république se bâtit, elle est plus, dans nos pays, elle est plus proclamée que vécue. Une république, c'est quoi? C'est la soumission à la règle de droit, la soumission de tous, du plus petit au plus grand. Malheureusement, nos dirigeants de l'IMOA et de la CEDEAO n'ont pas montré cet exemple, ils ne se sont pas soumis à la règle de droit. Comment peuvent-ils prétendre réclamer une république lorsque eux-mêmes ne donnent pas le bon exemple? Quand on voit le citoyen qui dépasse un feu rouge, on se plaint. Le président ne respecte pas les règles que lui-même s'est données. Pour moi, c'est extrêmement grave. Nos chefs d'État doivent revenir à la raison et se soumettre à la règle de droit. C'est ainsi que marche une république. D'accord, on va y revenir, Modibo. Oui, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est évidemment les sanctions. Cela a été dit, mais les sanctions, c'était quand même plusieurs sanctions. C'est plusieurs palettes de sanctions. Et elles ne sont pas toutes levées jusqu'à ce jour, malheureusement. Nous avons eu droit, comme l'a dit M. Sankaré, le 9 janvier 2022, à des sanctions infligées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce sont les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest et les 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest regroupe 15 pays et c'est la communauté économique régionale de l'Union africaine. Donc il y a 5 communautés économiques régionales géographiques. Ces sanctions qui ont été infligées au Mali pour non-respect des échéances, en tout cas sur la base de négociations avec la CEDEAO, étaient politiques, elles étaient diplomatiques, elles étaient économiques, elles étaient financières et elles étaient commerciales. Vous imaginez, c'était vraiment pour asphyxier notre pays. Et évidemment, il y a eu une ordonnance de la Cour de justice de l'UEMOA, mais qui n'a pas été exécutée pour suspendre ces sanctions. Parce que vous savez, en matière d'intégration économique, nous sommes au plus haut degré, c'est-à-dire l'union économique et monétaire. Non seulement dans l'UEMOA, puisque nous avons une monnaie commune, le franc CFA, mais dans la CEDEAO, nous allons vers une monnaie commune à l'horizon 2027 qui s'appelle l'ECO. Et donc, il faut harmoniser les politiques économiques, surtout fiscales et monétaires. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de l'intégration économique, il faut la libre circulation des personnes, des biens, des services. Et en fermant les frontières d'un pays enclavé, dont le PIB dépend à 60% du commerce extérieur, c'est-à-dire des exportations, ce que nous vendons comme biens et services à l'extérieur, et des importations, c'était vraiment pour mettre l'État, le pays à terre, pas l'État seulement, mais c'était surtout pour empêcher l'État de quand même pouvoir régler ses missions régaliennes, de pouvoir les effectuer, parce qu'il y a eu quelque chose de très grave, notamment parce que nous avons une banque centrale commune qui s'appelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pour les 8 pays, et nous avons une monnaie commune, et le compte du Trésor, le compte unique du Trésor au sein de cette banque centrale a été gelé. Et en plus, on nous a empêché non seulement de rembourser notre dette intérieure, mais aussi de prendre d'autres emprunts, tout cela pour bloquer l'État, pour créer des difficultés. Et jusqu'à ce jour, nous continuons à subir les effets de ces sanctions qui étaient, à mon avis, illégitimes, illégales et puis néfastes. Aminata?
je vais pas répéter ce que les autres ont dit, sinon j'allais vraiment rebondir sur les difficultés liées aux sanctions. Mais je vais aller plus, il y a un intervenant, Kouressi, oui, qui a parlé de l'attaque du camp de Kati. Alexis, ce n'est pas l'attaque en soi qui m'a écœuré, mais c'est plus après. Ils ont amené la population à un niveau de voir, rien que physiquement, si tu avais un accoutrement apparenté, peut-être que les djihadistes, je ne sais pas, en griffe, ont un habillement approprié, mais on exhortait la population à indexer des gens, des citoyens lambda qui sont là au quotidien avec nous, mais qu'est-ce qui nous prouve en réalité que ces gens qu'on amenait à la police ou en tout cas vers les autorités, les porteurs d'uniformes, que ce sont des djihadistes. Dans mon quartier, il y a un monsieur qui a vécu ça et je me demandais si dans tous les quartiers, dans toutes les communes de Bamako seulement, cela se faisait. Quels résultats ça donnerait en fin de compte? On essaye de trouver des solutions à des problèmes de sécurité et on en crée davantage. Donc vraiment, ce point-là m'a beaucoup marqué. D'accord, on va peut-être y revenir, mais pouvait-on éviter l'embargo? C'était difficile d'éviter cet embargo-là parce que, excusez-moi... Avec Aya Sanogo, on l'a évité. Avec Aya, on l'avait évité parce que nous étions dans un contexte tout à fait différent. Le contexte de l'année dernière est totalement différent de ce contexte parce qu'il y avait beaucoup d'ingrédients qui étaient réunis. Notamment, il faut le dire, la défiance vis-à-vis de l'autre côté de la Méditerranée. Sans les nommer la France, ça a beaucoup pesé sur la prise de ces décisions. Je suis convaincu que beaucoup de nos chefs d'État ont traîné les pieds, mais ils n'avaient pas le choix, ou c'est mon fauteuil, ou c'est ma tête. Donc ils étaient obligés de s'embarquer dans cette situation. Voilà, on ne pouvait pas éviter ces sanctions-là. Le contexte économique international ne le permettait pas parce que des puissants extérieurs ont interféré dans nos affaires internes et ont joué le jeu, et nous, nos pays ont joué le jeu. Juste pour dire que de la traite négrière à nos jours, c'est les Africains qui ont toujours été utilisés contre des Africains, jusqu'à nos jours. La situation qui s'est passée au Mali, la défiance qu'on a montrée vis-à-vis de Barkhane et autres, était sans doute une opportunité pour la sous-région de reconquérir un peu sa souveraineté. Malheureusement, nous avons été lâchés par nos voisins. Comme d'habitude, la colonisation, c'était comme ça. Les indépendances en 60, c'était comme ça. Lorsqu'on faisait la fédération, on nous a divisés encore. On s'est toujours lâchés et les Africains ont toujours servi pour abattre tous les Africains. On pouvait éviter l'embargo. Bon, vous savez, c'est Machiavel qui disait la politique n'est pas tout, mais elle influe sur tout. Nous sommes dans la politique et les sanctions étaient le résultat des négociations qui ont échoué. Parce que ça portait sur quoi? Sur le respect des échéances selon la première charte de la transition. Et évidemment, on aurait pu éviter s'il n'y avait pas eu mal donne, s'il n'y avait pas eu incompréhension sur la durée de la transition. Et si aussi les assises, on n'avait pas attendu aussi les recommandations, les 517, si j'ai bonne mémoire, recommandations des assises de la refondation. Mais le Mali a quand même montré sa bonne foi, puisque le ministre des Affaires étrangères, le ministre Abdoulaye Diop, est parti quand même avec une proposition. Même si une échéance n'avait pas été indiquée, il y avait quand même, on avait indiqué entre 6 mois et 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Bon, je pense que la CEDEAO n'a pas beaucoup apprécié qu'on leur ait donné une fourchette et avait voulu quand même qu'il y ait une date précise pour les élections, parce que en réalité, tout cela tournait autour du retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire la tenue des élections, quand est-ce que nous allons sortir de la transition? Parce que l'objectif de la transition, c'est d'organiser des élections libres, crédibles et démocratiques et transparentes à la fin de la transition. Et une fois que un nouveau chef d'État... Février 2024, non?
Oui, mais on a déjà des élections en mars 2023. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais évidemment, je crois qu'on est un peu en retard sur le chronogramme. Voilà, donc il y a des difficultés, mais finalement, in fine, en tout cas, lorsque les sanctions ont été levées le 3 juillet 2022, je pense que, évidemment, nous sommes maintenant dans un processus de négociation parce que le chronogramme a été validé par les chefs d'État de la CEDEAO. Et maintenant, dans son application de tous les jours, cela aussi, il y a un lien avec la levée totale des sanctions. Donc, nous marchons sur des œufs. Nous espérons quand même que ces sanctions seront levées sous peu. Mais par rapport au chronogramme, je n'entends pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup d'informations sur la mise en œuvre du chronogramme, mais je pense qu'avec la mise en place de l'autorité indépendante pour la gestion des élections, et puis en tout cas la révision de la Constitution, une nouvelle Constitution va être élaborée, puisque j'ai entendu qu'il y a eu un comité qui a été mis en place par rapport à ce projet de constitution, et qui sont des... Parce que vous savez, la transition ne peut pas tout faire. Le temps nous est limité. Le facteur temps est très important parce que c'est le plus précieux. On ne peut pas le rattraper. Donc, il y a des réformes conjoncturelles qu'on peut faire immédiatement, mais il y a des réformes structurelles qui prennent beaucoup de temps. Donc, je pense qu'il va falloir quand même bien fixer les priorités pendant le reste de cette transition pour voir ce que cette transition peut faire le mieux et le plus rapidement possible pour que nous puissions sortir de la transition et vraiment aller vers un régime constitutionnel. Aminata, vous êtes d'accord avec votre voisin? Bien sûr. Ok. Il disait qu'on ne pouvait pas éviter l'embargo. Pensez qu'on ne pouvait pas éviter? Oui, Alexis, je suis d'accord et avec mon voisin et avec M. Makalou, parce que d'une part, il a parlé de certains aspects, oui. C'est vrai qu'en fin de compte, éviter ou pas, on est revenu aux mêmes propositions. Donc, pourquoi avoir subi ces mêmes sanctions-là? Moi, c'est la question que je me pose finalement. Pourquoi, combien de mois, les gens sont dans la galère, les gens sont en train de trimer, et puis, en fin de compte, on reprend les mêmes propositions et on les accepte. Donc, c'est vraiment moi la question que je me pose. Non, je suis d'accord avec lui, mais je vais plus sur ce volet-là, parce que je ne sais pas si à ce niveau, lui, il est d'accord ou pas, mais en tout cas, moi, c'est la question à laquelle je ne trouve toujours pas de réponse. D'accord. On revient aux militaires ivoiriens. La dernière actualité, c'est finalement la paix des braves, Amadou. Hier, en suivant la télévision, samedi, disons, en suivant la télévision, un garçon m'a demandé quel est le problème. J'ai dit, mais voilà la bonne question, quel est le problème? Parce que jusqu'ici, on ne sait pas quel est le problème. Les Ivoiriens sont rentrés chez eux, on ne sait pas sur quelle base. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été négocié. Le mémorandum signé entre les deux pays, le Mali et le Burkina, en fait, tout est là-dedans. Il faudrait bien qu'on le rende public un jour, ce mémorandum-là. Il faudra organiser une fuite pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce référendum. Ce qui m'a positivement marqué hier soir, j'ai regardé l'arrivée des soldats ivoiriens à Abidjan, accueillis par Ouattara et son gouvernement. C'est les discours qui ont été tenus et certaines petites révélations des reporters ivoiriens à l'aéroport. Ils ont dit par exemple que les soldats ivoiriens, leur repas venait de la présidence. Je me suis dit que ça veut dire que ça a été pris au sérieux, probablement parce que leur sécurité étant en jeu, et si jamais il leur arrivait quelque chose, ce serait encore beaucoup plus grave. Ensuite, que les soldats ivoiriens ont été défendu entièrement par des avocats maliens et avec brio. Je retiens aussi le discours très responsable que les reporters de la télévision ivoirienne ont tenu hier soir face à cet événement. Ils parlaient de paix retrouvée, que le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères et que ceci n'aurait pas dû arriver
J'avoue que je suis optimiste, disons, je retrouve beaucoup plus d'optimisme dans notre sous-région parce que les populations ont montré maintenant beaucoup de maturité. Ce serait quelques décennies déjà, il y aurait eu certainement des affrontements ou il y aurait eu des représailles dans certains pays. Aujourd'hui, les populations, disons-le, sont en avance face à nos dirigeants qui, eux, sont en retard sur les populations. L'intégration, elle est déjà acquise entre les populations. Absolument. C'est nos dirigeants qui nous retardent. Okay. Modibo, oui, moi je suis soulagé que quand même on ait pu voir quand même la fin de cet épisode qui était quand même qui troublait un peu nos relations diplomatiques avec la République sœur de Côte d'Ivoire. Vous savez, nous entretenons des liens très solides avec la République de Côte d'Ivoire, le Mali je veux dire, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'éclatement de la Fédération du Mali, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a ouvert ses bras pour que nous puissions utiliser son port après l'éclatement de la Fédération du Mali qui regroupait l'ex-Soudan et le Sénégal. Le port de Dakar a été fermé pendant environ 3 ans et évidemment les Ivoiriens ont tout fait pour que nous puissions être comme chez nous au port d'Abidjan. En dehors de cela, l'importante diaspora que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est très important qu'ils sont bien installés, la diaspora est bien installée là-bas, elle est intégrée et elle contribue beaucoup à la résilience de notre économie parce que, Alexis, ce qu'il y a, c'est quand même la diaspora malienne qu'il faudra féliciter, c'est quand même, selon la Banque mondiale, en 2021, 631 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans l'économie malienne à travers les circuits officiels uniquement. Je pense qu'il y a autant qui sont venus par les circuits non officiels, mais 90% de notre diaspora vit dans l'espace communautaire de la CEDEAO. Mais la population malienne qui vit en dehors du Mali, la plus importante se trouve en Côte d'Ivoire. En dehors de Bamako même, c'est en Côte d'Ivoire que se trouve la population malienne la plus importante. Donc, vous savez, en relations internationales, les rapports de voisinage sont extrêmement importants, pas seulement même dans la religion, dans nos différentes religions. Les rapports de voisinage sont vraiment sacrés. Donc, nous sommes un pays enclavé, nous sommes un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons 7 voisins, plus de 8000 km de frontières. Et tout cela, nous devrions, ce n'est pas un handicap, nous devrions en faire une force, mais nous devrions quand même entretenir ces bonnes relations. Évidemment, ce n'est pas de notre fait seulement, il faut le bon voisinage, ce sont les deux. Et c'est pour cela, par rapport au mémorandum politique qui a été signé, suite à la venue de l'importante délégation ivoirienne qui était conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ouattara, le mémorandum politique, le contenu est plutôt, je pense que c'est même secret défense, mais je pense qu'il y a eu des accords, en tout cas il y a eu des négociations très fines qui ont abouti à un certain nombre de choses qui sont consignées dans ce mémorandum, d'après ce que l'on m'a dit. Et je pense que maintenant, au moins, nous avons pu résoudre cette question au niveau sous-régional, avec la médiation surtout togolaise, qu'il faut saluer ici, là, parce que nous, notre pays, notre président de la transition a eu confiance en la médiation togolaise, notamment en président de la République togolaise, et le président de la Côte d'Ivoire aussi a eu confiance au président de la République togolaise, et ça a pu permettre aux deux parties de s'asseoir et de régler ce différend vraiment en toute fraternité, et je pense que c'est vraiment le bon point. Et maintenant que les militaires ivoiriens sont retournés chez eux, et surtout la grâce présidentielle, je crois qu'il faut féliciter les autorités maliennes qui, à mon avis, ont joué un coup de maître sur tout ce dossier. Dès le départ, je l'avais suggéré que la justice ne soit pas bafouée, qu'on puisse accélérer le processus, mais qu'il y ait quand même, parce que les infractions qui ont été consignées, en tout cas
sont très graves. Mais évidemment, avec la grâce présidentielle qui est une disposition constitutionnelle, notamment l'article 45 de notre Constitution, le président a joué de son droit de grâce et en effaçant aussi les infractions. Et tout cela va permettre quand même de retrouver un peu de sérénité dans notre sous-région parce que vous savez, la tête de l'hydre, l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, il va falloir que nous soyons à l'unisson dans la sous-région. Tout à fait. Voilà. Aminata. Après ces deux-là, qu'est-ce que je vais encore dire? Ils ont tout dit, Alexis. D'accord. Alors, Ibeka est décédé le 16 décembre, ça a été annoncé. Est-ce que l'histoire va l'absoudre, comme disait le président cubain? Ça, c'est une très bonne question. Bon, le président Ibeka, paix à son âme, au-delà de tout ce qui lui a été reproché, au-delà de tout ce qui a été dit, il reste quand même ce président-là qui, selon les citoyens lambda, qui n'a rien fait, qui n'a posé pratiquement pas d'acte sur aucun plan, ni d'infrastructure, ce qui est assez important pour les populations, parce que les gens ont besoin de bonnes routes pour pouvoir circuler librement. Donc, les gens pensent qu'ils lui ont causé, qu'il leur a causé du tort. Donc, serait-il ou seront-ils en mesure de le lui pardonner un jour ou que l'histoire le lui pardonne? Vraiment, je ne sais pas, mais personnellement, que son âme repose en paix, je ne saurais apporter d'autres commentaires sur ce qu'il a pu faire ou voilà. Amadou, l'histoire va l'absoudre? Je commence par dire simplement que dans nos pays ici, on a comme valeur de ne pas accabler quelqu'un qui est mort. Cependant, on peut tirer les leçons de ce qui s'est passé durant son passage à la tête de l'État pour pouvoir avancer et progresser. En cela, ce qui a été fait en bien et en mal peut servir aux générations futures. Cela veut dire quoi? C'est en gros le respect de la parole donnée, vous voyez, le respect de la règle de droit, la soumission de tous à la règle de droit. Et ce que j'allais ajouter, qu'il est bon, j'ai pensé à une disposition pour laquelle je milite depuis très longtemps personnellement, introduire dans le code électoral quelque part une disposition relative au point sur le débat électoral. Ça veut dire quoi? Nul ne peut prétendre à un destin national s'il ne participe au débat électoral entre deux tours. Voyez-vous, depuis 2002, nos illustres candidats ont feinté les électeurs autour de ces débats. Je trouve ça extrêmement dommage, extrêmement malheureux que cet exercice soit allègrement saboté par la classe politique. Et ça a donné ce que ça nous donne. On nous a vendu des produits, des emballages qui n'étaient pas à la hauteur. Il faudrait que, malheureusement, je n'entends nullement la classe politique en parler. Personne n'en parle. Le débat entre deux tours. Or, c'est l'occasion, à mon avis, pour les candidats de se vendre, de montrer leur valeur intrinsèque, au-delà de la valeur extrinsèque qui, elle, si elle permet de venir au pouvoir, ne vous permet pas de vous maintenir. Parce que c'est vous et votre capacité à manager le pays qui vous permettra de rester au pouvoir et de le quitter. Parce que je disais à un moment que nos chefs d'État ont 3 destins en Afrique. L'exil, la mort ou la prison. Rarement ils sont libres en fin de mandat. Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, je ne pense pas que je puisse me prononcer sur son bilan. Vous savez, le bilan, c'est un actif, le côté positif, et un passif, le côté négatif. Et vous savez que toute œuvre humaine est imparfaite. Mais à mon avis, je pense qu'il est trop tôt pour juger du bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est l'histoire, à mon avis, qui juge les dirigeants. Parce que vous savez, j'ai été son collaborateur par ailleurs, vous savez, on ne gouverne pas innocemment. Et gouverner dans notre pays,
il y a un ancien président qui me disait « Les pesanteurs sociales dans notre pays rendent la gouvernance très, très, très difficile ». Je l'ai observé de très près pour avoir travaillé à Koulouba auprès de 3 chefs d'État. Le Mali est un pays atypique avec une forte ferveur sociale. Alexis, un président de la République ne décide pas toujours dans ce pays. J'ai vu des présidents intimer des ordres qui n'ont pas été exécutés. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je ne le sais pas, mais je pense que notre processus démocratique, nous devrons tirer les enseignements de ces 30 années d'exercice démocratique pour savoir qui est-ce qui a marché dans notre démocratie et qu'est-ce qui n'a pas marché qu'on devrait renforcer. Parce que ces crises à répétition, vous savez, depuis que nous avons entamé la démocratie, un seul président a pu faire 2 mandats successifs. Les 2 autres ne sont pas arrivés au terme de leur second mandat. Pourquoi? Faut-il chercher des coupables? Je pense que la démocratie est un processus, mais c'est un long processus. Et nous devrions garder la tête froide et faire un diagnostic sans complaisance. Et je pense que c'est le rôle de cette transition, de faire ce diagnostic. Je pense que les assises et autres, ça c'est bien, mais il faut surtout des plans, un plan de sauvetage de notre démocratie, et évidemment à travers ces différentes réformes politico-institutionnelles. Amadou parlait du respect de la parole donnée. Est-ce que vous pensez qu'on va respecter les échéances vers la sortie de la transition? Ma petite expérience me dit que la politique, c'est la négociation constante. Moi, les grands politiciens ne disent jamais totalement oui ni totalement non. C'est toujours peut-être. Tout dépend du contexte. Tout dépend de la conjoncture. Mais je pense que ce qu'il va falloir quand même faire pendant cette transition davantage, ce qu'il va falloir renforcer, c'est la communication, mais aussi la sensibilisation au niveau des forces vives, qu'on sache un peu ce qui est en train de se faire et que tous les acteurs, qu'il y ait un processus inclusif, représentatif et participatif. Que personne ne soit laissé au bord de la route. Je ne parle pas d'unanimité, je parle de consensus, la gestion consensuelle, parce que préparer ces élections, le succès de cette transition se mesurera par la qualité des élections des échéances qui vont venir. Parce que si nous devrions aboutir sur une crise électorale, cette transition n'aura servi à rien du tout. Donc, pour moi, ce n'est pas... il ne faut pas les tenir coûte que coûte aux échéances, il faut tenir à ce qui est en train d'être fait et qui doit être réalisé avant la fin de cette transition dans des délais raisonnables. Je vais rebondir sur un de ces mots quand Makalo parle de gestion consensuelle. Je veux bien une gestion consensuelle, mais non l'unanimisme. Il faut bien qu'on accepte dans un pays des voix divergentes. C'est extrêmement important. Le règne de la voix unique est en train de s'imposer petit à petit au Mali, et ça, j'en ai peur. Dès que vous avez une opinion contraire à celle de la majorité, vous êtes taxé de tous les maux. Et ça, c'est extrêmement grave dans un pays. Il faut accepter que les voix plurielles s'expriment sur la voie publique. Parce que quand les gens ne s'expriment pas sur la voie publique, ils vont se mettre à l'écart pour parler, et ce qui est dangereux. Absolument. C'est ce qui est très grave dans une république. Ouvrir la voie à tout le monde, écouter tout le monde, même si on n'est pas d'accord avec tout le monde, ce qui est quasiment impossible. Mais laisser la parole aux citoyens. Aujourd'hui, il y a la menace qui plane sur tout le monde, sur les journalistes notamment. Vous et moi, nous suivons. Les voix contraires ne sont plus autorisées à s'exprimer. Et si on fait un retour sur notre passé récent de l'indépendance à nos jours, si vous voyez les différents régimes qui se sont succédés, vers la fin, ils ont bandé les muscles, les voix contraires n'étaient plus écoutées, ils sont partis à leur perte. C'était le régime en 60-68, 67-68, c'était un régime musclé. La parole n'était plus autorisée, il y avait 2 camps, les pros et les anti. Dès qu'on rentre dans ça, le pays est foutu. Moussa Traoré de 91, les pros
les anti. Ou vous êtes pour, ou vous êtes contre. On a musclé le régime. IBK, son régime, c'était le même parcours à peu près. À un moment, dès que vous n'êtes pas d'accord avec l'autorité en place, vous n'êtes plus citoyen. Il faudrait qu'on dépasse ça aujourd'hui, qu'on accepte que tous les citoyens ont droit à la parole, même si ce qu'ils disent, excusez-moi, peut paraître comme des niaiseries, mais laissez-les s'exprimer. Merci. D'accord. Aminata, certainement dernière question. Pour vous, quelles peuvent être les perspectives 2023? Alexis, ça c'est une question dans un pays comme le nôtre actuellement. Bon, en tout cas, vous avez parlé des élections une fois de plus. Nous ne pouvons qu'espérer qu'elles se tiennent. Parce que M. Makalou l'a dit tout à l'heure, les négociations interminables, on ne sait pas à quoi ça peut ou ça va aboutir. Mais nous, on espère en tout cas que les élections vont se tenir et que nous allons redevenir un pays normal où les choses, les activités reprennent leur cours normal également. Donc, au début, les gens ont parlé de cherté de la vie, de retour à l'ordre constitutionnel normal. Qu'est-ce qu'on peut espérer ou qu'est-ce qu'on peut voir pour 2023? On peut espérer que 2023 sera de loin beaucoup meilleur que 2022. Vous avez parlé de la cherté de la vie, le panier de la ménagère, c'est beaucoup revenu dans les conversations. Mais vous savez, l'objectif ultime de tous les dirigeants dans tous les pays du monde, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. M. Sankaré l'a dit, c'est important que les dirigeants s'enquièrent du quotidien des citoyens. L'inflation, la hausse généralisée des prix des biens et des services que consomment les Maliens n'a jamais été aussi élevée que maintenant. Mais ce n'est pas que le Mali, c'est toute la sous-région et c'est le monde entier, y compris la première puissance économique au monde. Mais quelle est la différence entre eux et nous et même certains de nos voisins? Mais c'est comment nous réagissons pour améliorer le quotidien des Maliens. Il y a eu des subventions sur le sucre, 8 milliards, si je me fie à ce que le président de la transition a dit. Il y a eu des subventions sur l'huile alimentaire, 1 milliard, et sur le carburant, 132 milliards cette année. Ce n'est pas suffisant. Il nous faut une réponse appropriée, c'est-à-dire un plan de riposte. Ça fait 1 an que je le réclame, je ne le vois pas. Il faut que ce gouvernement mette en place, élabore un plan de riposte. Et cela avec les forces vives. Vous savez, il ne s'agit pas de s'asseoir dans un ministère et d'élaborer un programme et puis de l'appliquer. Il faut ce dont M. Sangaré a parlé, c'est-à-dire les rapports entre les dirigeants, le fossé entre les dirigeants et les dirigés, ça vient de cela. Le pouvoir d'achat du citoyen, ça concerne tous ceux qui au quotidien luttent pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est la majorité de la population. Alexis, il y a le SMIC au Mali, c'est 40 000 francs CFA. J'entendais des gens dire que 4 milliards, ce n'est rien du tout. Mais 40 000 francs CFA, et vous savez, il y a 48% des Maliens, il y a plus de 10 millions de Maliens qui vivent avec moins de 500 francs par jour. Essayez d'imaginer un peu ce que 500 francs peut vous rapporter aujourd'hui. Ce n'est pas possible de vivre décemment avec cela. L'État a fait des efforts. Entre la loi rectifiée des finances 2022 et le projet de loi de finances 2023, la loi de finances 2023 maintenant, la masse salariale pour à peu près 115 000 fonctionnaires est passée de 904 milliards à 978 milliards. Moins de 1% de la population. Qu'est-ce qu'on va faire pour les autres 99,4%? C'est à ça que nos dirigeants doivent réfléchir. Et même cela, les fonctionnaires n'arrivent pas à vivre de leur salaire. Comment va-t-on lutter contre la corruption quand les gens n'arrivent pas à vivre de leur salaire? Donc je pense que ce sont des questions que peut-être la transition seule ne peut pas résoudre, mais que nous devons nous poser et que nous devons résoudre ensemble. Je continue sur ce qu'il a dit. Nos pays sont malheureusement assis sur des volcans. Et à chaque 10 ans, ça se réveille et ça explose
malheureusement, on est toujours surpris parce qu'on a les yeux ouverts et on ne voit rien. Prenez l'exemple, parcourez les grandes voies de Bamako. Filles et garçons sur les carrefours en train de vendre 2 sachets, 3 sachets, ça ne dit rien à personne. Or, c'est des indicateurs extrêmement importants de pauvreté. C'est des indicateurs extrêmement importants. Mais nous passons, généralement, quand ça nous gêne, on monte la vitre climatisée, verre fumé, on avance. Si on est un peu compatissant, on baisse, on jette des jetons et on avance. C'est ce qui nous rattrape chaque fois, cette misère-là. Il faut arriver à diminuer la fracture entre les dirigeants et les citoyens. Makolo a parlé du SMIC, il est autour de 40 000 francs. La différence entre les salaires est extrêmement élevée. Dans un pays, dans une république, cette différence doit être serrée. Le président vient d'harmoniser. Un membre, l'harmonisation, je ne sais pas qu'est-ce que ça contient encore, j'attends de voir, de lire et de comprendre. D'accord. Le SMIC est à 40 000. Le membre du CNT est à 1 million et quelques. 50 fois le SMIC. 50 fois le SMIC, c'est injuste dans une république. Quel est le mérite du membre du CNT de toucher 50 fois le SMIC par rapport au chauffeur ou au gardien qui travaille au bureau? Quel est son mérite? Dites-le moi. Je ne vois pas son mérite. Aucun. Et c'est ça aussi, excusez-moi, je leur lance l'appel, c'est ce qui va les renverser un jour. Parce que cette grogne sociale ça va les rattraper. Qui va les rattraper, si vous voulez. Cette grogne sociale, c'est ce qui nous rattrape périodiquement parce qu'on est sourd, on est atteint d'autisme, on n'entend rien, on ne voit rien, on est enfermé dans l'arrogance du pouvoir. Je continue. J'avais un point sur lequel je voulais aussi insister. Avec la transition, on nous fait miroiter que les réformes qui vont venir sont les solutions à tous nos problèmes. Non. Les réformes ne sont pas les solutions à nos problèmes. C'est quoi alors? Ce n'est pas les solutions. C'est d'abord des hommes de valeur. Les textes ne changent pas le pays. C'est les hommes chargés d'appliquer les textes qui changent le pays. Or, nos dirigeants ont cette fâcheuse tendance à tout mettre sur les textes. Parce qu'on ne veut pas dire là où il y a la plaie. C'est l'homme qui est en cause en réalité au Mali. Nous avons d'excellents textes. Absolument. Nous avons d'excellents textes. Moi, je préfère être dirigé par des hommes de valeur avec de mauvais textes, plutôt que des bons textes avec des hommes sans valeur, sans éthique. Parce qu'un homme de valeur aura toujours la bonne solution. Ça, c'est extrêmement important. Et ce discours, je ne l'entends pas dans la classe politique malienne et dans la société civile. Parler de valeur, de justice. Le sens de la justice, on ne parle pas de la justice. On veut aller au-delà de la justice rapidement et parler de réconciliation. On parle de réconciliation, de vivre ensemble, de Mali pluriel. Mais personne ne parle de la justice. Or, il y a des millions de Maliens qui sont victimes d'injustice au quotidien et qui pleurent dans les tribunaux, dans les services pour leurs droits. Mais personne ne parle de la justice au Mali. Ça, je trouve ça extrêmement grave. Et on ne peut rien bâtir sans la justice dans un pays. On ne peut pas aussi diriger un pays où les citoyens ont faim. Tout à fait. On ne peut pas diriger un pays où les citoyens ont soif. On ne peut pas diriger un pays où les citoyens n'ont pas d'habitat. Et tout ça s'est réuni chez nous. Malheureusement, on en parle très peu. Je parle par exemple du secteur des transports. Dans les pays les plus développés, les pays capitalistes, le transport est pris en charge par l'État. Les transports publics, les métros, les transports. Chez nous, des pays très pauvres, on ne parle pas du tout du transport. Tout est laissé au privé. Or, c'est des secteurs extrêmement sensibles sur lesquels on doit mettre l'accent. Oui. Pour terminer. Deuxième fois. Pour terminer, une deuxième fois. Ce serait la dernière cette fois-ci. Tous nos dirigeants prêtent le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Malheureusement, au quotidien, c'est foulé aux pieds. Et c'est ça aussi une des sources des mots que nous vivons, les mots MAUX et MOTS.
tant que nos dirigeants ne se mettent pas en dessous de la loi et se montrent, un dirigeant est un modèle. C'est comme un père dans une famille. Ils doivent vous montrer l'exemple dans leur comportement au quotidien. Que le discours soit conforme à la parole et inversement. Que la parole soit conforme à l'acte. Oui. Mais ce qui nous fait énormément défaut dans notre société aujourd'hui. D'où une certaine conclusion, nous manquons de repères. Au Mali, je n'en vois pas. Les repères sociaux. C'est vrai. Alors, oui, juste ce que je veux dire, c'est que les mots que nous connaissons, dont il a parlé, MAUX, il va falloir que nous trouvions des remèdes. Et il faut soigner les mots dans leur cause, pas dans leurs effets. Et pour cela, moi, je pense que le problème crucial, en tout cas, ce que je pense, c'est que la gouvernance qu'il faut améliorer et renforcer. Il faut restaurer l'autorité et le crédit de l'État. Il nous faut un État fonctionnel parce que nous avons un État failli qui n'arrive pas à remplir ses missions régaliennes dont M. Sangaré a parlé. Et ces missions régaliennes ne peuvent pas être remplies tant que la gouvernance n'est pas améliorée. Et Alexis, la gouvernance, ce n'est pas autre chose, c'est comment nous gérons et comment nous administrons notre pays. Si nous ne changeons pas cela, nous n'aurons ni armée, ni État, ni République. Merci. C'est sur ça que nous allons conclure et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Nous avons été heureux et honorés de passer ces moments en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour refaire ensemble l'actualité. Merci et à dimanche prochain.